Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji pour la critique hebdomadaire de l'Attaque des Titans, épisode 24 aujourd'hui. Encore une fois, un épisode qui va s'intéresser aux personnages secondaires. On suit un développement et on comprend enfin quel est l'intérêt de ce développement à la fin de l'épisode. Donc écoutez, je vais encore me pencher sur une analyse autour des messages de l'auteur Hajime Isayama. Content de vous retrouver encore une fois, on approche doucement de la fin de cette saison finale et encore une fois je le répète, Mappa nous propose une bonne réalisation et je vais commencer là-dessus. Vraiment c'est super parce que c'est dans la même lignée que les épisodes précédents, il n'y a pas de temps faible, vraiment ça reste assez égal au niveau de la réalisation et c'est bon, assez bon, donc ça fait plaisir comparé à la partie 1. Donc je vais vous parler de certains passages. Les pleurs de Anji au début de l'épisode, on le voit dans le manga, mais j'avais un doute à ce sujet, elle pleure, mais en fait oui, c'est développé dans cet épisode, donc lorsqu'elle tire sur le soldat eldien au début de l'épisode, ça lui crève le cœur et elle en vient à pleurer. Donc ensuite, on a la nuit avec la marche des titans, un autre passage que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, là on a l'auditif, on a l'audio, on entend le bruit de ces pas terribles qui font vraiment trembler le sol. On se demande comment les personnages font pour dormir, donc ça aussi c'est un passage qui bénéficie d'une vraie valeur ajoutée en animé, donc j'ai apprécié aussi. Et bien sûr la partie la plus importante de l'épisode, celle liée à Connie, Armin qui intervient. Donc au niveau de l'animation j'ai bien aimé, je trouve que c'était un passage encore plus travaillé que le reste de l'épisode. On voit à un moment notamment Connie qui va porter Falco sur l'échelle et c'est pas évident d'animer une telle posture, un individu qui porte quelqu'un sur une échelle, donc bon, j'ai apprécié comment c'était emmené. Et Gabi juste après qui en vient à pleurer, Armin qui utilise son équipement, qui se jette dans la gueule du titan et qui est sauvé in extremis, tout ça c'était bien animé. Et figurez-vous que dans le casting il y a un français, sur Twitter on le voit avec le compte l'Attaque des Titans FR, qui a participé à l'épisode et ça fait plaisir, voilà, il faut le préciser. Donc écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À table aussi, Annie qui vraiment se régale avec un festin, donc ça aussi j'ai bien aimé l'animation, elle en vient à se goinfrer rapidement et à tout avaler d'un coup et elle continue à manger à table, donc c'était assez drôle ce passage. Donc voilà, au niveau de la réalisation c'est intéressant. Donc l'intro de cet épisode confirme une chose autour de Levi, c'est que le but de ces chapitres est de créer une alliance, une opposition à Eren. Donc ça commence dans l'introduction et ça se confirme de plus en plus. On le voit avec Levi Hansi qui essaye d'élaborer une collaboration avec l'ennemi, avec Marley, avec Pique notamment, et l'autre j'ai oublié son nom, vraiment, bon, vous me direz, j'ai oublié là sur l'instant, mais en tout cas une alliance avec l'ennemi se confirme, et Magat, voilà, donc c'est inattendu et c'est un indice sur la suite des événements. Donc c'est confirmé notamment à la fin de l'épisode. Le but c'est quoi? Sauver le monde, qui est dit clairement, explicitement par Connie. En gros, c'est la raison de ce développement psychologique qu'on suit déjà depuis 2 épisodes. Certains auraient aimé, je le répète, les spectateurs peut-être un petit peu superficiels auraient aimé voir Eren, auraient aimé voir une continuité dans l'action, dans le rythme très prononcé, mais là ça s'est bien ralenti, on s'intéresse à des persos secondaires, donc ça peut décevoir, mais l'intérêt est là en fait. Pourquoi ce passage? Ben tout simplement, Isayama construit un côté qui va s'opposer à Eren. Voilà, tout simplement, et c'est confirmé par la dernière réplique de l'épisode. On va sauver le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va s'opposer à Eren, qui veut détruire le monde entier. Donc, ils sont plus dans un intérêt d'être sauvés, c'est-à-dire Eldia qui est sauvé du reste du monde. Non, on fait le choix d'aller sauver ces gens qui sont potentiellement en danger parce qu'ils vont être écrasés par le grand terrassement. Du coup, excusez-moi, je vais être un petit peu plus lent aujourd'hui, je vais m'intéresser à mes notes que j'ai pas eu l'occasion de travailler comme d'habitude, malgré là elles sont présentes ces notes. Il s'agit donc de remettre au premier plan dans l'intrigue et de donner du poids à ces personnages secondaires qui avaient peut-être un petit peu moins d'importance précédemment. Je pense notamment à Connie, je pense à Jean, je pense aussi
à Armin, qui n'a pas été super présent dernièrement. Hein. Le Colossal, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu, ben, c'était à Revelio. Donc voilà, tous ces personnages-là, on les travaille pour leur donner une importance, les remettre au premier plan. Eren a pris tellement de place qu'il faut travailler sur ces autres personnages. On peut pas commencer d'un coup et dire « Allez, ils se forment un camp, ils vont affronter Eren ». Ça serait déséquilibré parce qu'on aurait quelqu'un sur qui on aurait misé pendant des épisodes, dans l'Axe, avec Sig, etc. Et là, les autres personnages qui se ramènent et qui seraient peut-être pas légitimes sur un combat. Ils seraient pas crédibles, en fait. Donc, ça, c'est une chose... et ce n'est pas un chemin aisé en fait, ce qu'ils s'apprêtent à faire, car ils doivent affronter leur ami d'antan, Eren, un homme au pouvoir redoutable, raison de plus pour travailler ces personnages. Et leur quête n'est pas aisée, du coup ils doutent. Et c'est le point en commun entre tous ces personnages, regardez, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, que ce soit Connie, que ce soit Armin, Mikasa, et j'en passe, j'en passe, ils en viennent à douter ces personnages, parce qu'ils se disent, mais attends, Eren c'est notre ami, il essaye d'un côté de nous sauver, donc est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais ce qu'il fait? Ils en viennent à remettre tout en question, et même leur propre personne et leurs propres intentions, c'est-à-dire que voilà, est-ce que je vais vraiment affronter mon ami? Est-ce que c'est la bonne direction à prendre? Est-ce que je suis légitime dans ce combat, comme Armin, qui se dit, ben voilà, est-ce que je suis le remplaçant légitime du Major, Erwin? Est-ce que je mérite ce rôle-là? Donc, ce doute est symbolisé par la scène de nuit où tous les personnages sont en train de dormir ou en réflexion. Donc on voit notamment Mikasa qui est là, qui ne ferme pas les yeux, et c'est peut-être celle qui est la plus meurtrie par la situation parce qu'elle sent déjà depuis un petit moment que Eren lui échappe, pas d'un point de vue sentimental, mais je veux dire que voilà, elle sent que sa famille s'éloigne, et que du coup, elle ne le reconnaît plus, elle sent même qu'il s'égare, elle ne le reconnaît plus du tout. Donc on comprend que c'est un personnage qui est en plein doute et dans une réflexion poussée. Du coup, toute cette union au final qui permet d'unir deux camps, elle est étonnante, parce que oui, ils sont pas assez nombreux, donc chaque force disponible est vitale pour affronter un tel pouvoir. Donc c'est pour ça que Eldia et Marley en viennent à unir quelques-uns de leurs soldats. Voilà, c'est une union mineure, mais tout de même entre deux camps ennemis. Et donc l'objectif des précédents épisodes, souvenez-vous aussi, c'était de comprendre l'autre. Je vous l'avais expliqué avec Gabi, Kaya, Itch et Annie. Et ben, la finalité, encore une fois, c'est d'arriver à cet embranchement scénaristique. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre l'autre et on finit même par se rapprocher de lui. Donc encore une fois, je tiens à le dire, Isayama est très doué là-dessus, même si ces épisodes peuvent paraître moins intéressants, il y a un but derrière tout ça, et c'est joliment amené, malgré la diversité de ces personnages, on arrive à créer un cheminement parallèle qui va dans une direction unique, et là-dessus, je trouve que c'est bien emmené. Connie, tiens, parlons de lui, c'est un personnage très important dans cet épisode. Son cheminement évoque la différence entre l'égoïsme et la quête du bien. Parce que oui, faire le bien nécessite des sacrifices. Parfois, faire le bien nécessite penser... je refais ma phrase, je me suis perdu. Parfois, faire le bien nécessite penser davantage aux autres qu'à soi-même. Et c'est la situation à laquelle il est confronté, c'est-à-dire que sa problématique, c'est sa mère, mais il doit penser davantage aux autres. Et c'est un petit peu un début pour lui, c'est-à-dire que voilà, il doit faire un sacrifice pour le bien d'autrui et le bien collectif. Être un bon soldat comme le voulait sa mère, ben c'est quoi? C'est aider les plus faibles, être un modèle de valeur peut-être, lutter pour une cause juste. Et c'est pour cela que quelques instants plus tard, au niveau de l'épisode, il en vient à s'interroger, il discute avec Armin, parce que voilà, il était sur le point de faire une chose horrible à l'opposé de ce qu'attendait sa mère de lui. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce passage à la toute fin
sa mère justement qui le regarde, on voit ses yeux plongés vers son fils, on imagine qu'elle ne le reconnaît plus, mais malgré tout c'est un petit peu une métaphore pour dire voilà, elle a assisté à son geste et du coup elle a pu voir que Connie est devenu un bon soldat même si elle n'a plus sa conscience. Donc vraiment, j'en ai des frissons. Vous voyez, il faut aller dans la profondeur des choses et il y a plein de petits trucs dans SNK qui sont forts de sens. Et vous aussi très souvent vous l'évoquez dans les commentaires, donc je pense que contrairement à d'autres œuvres, il y a matière à beaucoup réfléchir autour de tout ça. Et bien justement, oui, par rapport à ce cheminement de Connie, qui doute autour de la définition de soldat, on a Armin qui vient lui prouver par les gestes ce sens du sacrifice. Lui, il sacrifie carrément sa propre personne, il est prêt à mourir pour prouver une chose à Connie, cette notion-là, indirectement, parce qu'il est dans la peau d'un bon soldat, même s'il doute de lui-même, malgré tout, il fait un sacrifice terrible, et c'est ça aussi parfois être un soldat, c'est privilégier la vie d'autrui, être prêt à sacrifier, se sacrifier soi-même. Donc il lui prouve par les actes, et ça crée un déclic chez ce personnage. Donc ces persos ont un développement qui se croise logiquement et c'est crédible ce que je vous disais tout à l'heure et j'apprécie beaucoup. Armin pense à Erwin, leurs deux prénoms se ressemblent d'ailleurs, leader légitime ayant tout sacrifié pour son idéal. Et oui, Erwin, souvenez-vous, hein, mort sous les rochers envoyés par Sig, il a tout sacrifié alors qu'il avait un rêve, un objectif, il a même été prêt à balayer ce rêve-là pour permettre à d'autres de l'accomplir à sa place, de trouver la vérité, la quête de la vérité. Donc encore une fois, un développement aussi sur Armin. Vous voyez, il faut plonger, il faut creuser pour comprendre tout ça. Armin, lui aussi, il y a un message derrière tout ça, c'est-à-dire que oui, il est légitime pour être le successeur, si on veut, d'Erwin, entre guillemets, parce que voilà, lui aussi, il a failli se sacrifier pour un idéal. Donc je trouve que c'est très fort d'avoir une justesse d'écriture sur autant de personnages à la fois. Vraiment, c'est très très fort de faire ça. Donc, il ne pense pas arriver à la hauteur d'Erwin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit juste avant de sauter, Gabi, je t'en prie, pardonne à Connie parce que il veut mettre un fin à ce cycle de vengeance afin d'avancer. Voilà, c'est un petit peu ça son idéal à lui, c'est-à-dire que on essaye d'arriver à une paix. Voilà, on a la liberté, mais il faudrait une vraie liberté, pas une pseudo-liberté où on va écraser les autres pour soi-même. Donc il essaye de mettre un terme à ce cycle de vengeance avec ce dernier message pour Gabi, elle qui a été déjà très touchée par le passé et qui pouvait peut-être replonger une nouvelle fois si elle perdait Falco. Donc la froideur d'Eren et de Mikasa, tiens, la scène suivante, face à la soldate, c'est assez étonnant, cette froideur, même Mikasa dans cet épisode, je sais pas si vous l'avez senti, elle a des traits, voilà, exactement ce passage dont je voulais vous parler, des traits très fermés, une certaine noirceur autour des yeux, elle en perd même sa féminité dans cet épisode, je trouve, elle faisait très masculine, donc cette froideur qu'on retrouve dans la scène avec la soldate, hein, dont j'ai oublié son nom, mais qui est sur le point de mourir, une autre conséquence des actes d'Eren, et autour de l'écharpe. Donc Eren qui a dit carrément à la jeune fille de se débarrasser de l'écharpe, ça prouve qu'il veut casser tout lien avec ses amis. C'est terrible parce qu'il y avait une vraie notion sentimentale autour de cette écharpe, et il lui a même dit de s'en débarrasser malgré l'affection de Mikasa pour cet objet. Donc Eren qui veut se séparer de ses amis, ou est-ce qu'il veut que ses amis se séparent de lui? Est-ce qu'il veut que Mikasa, qui est tant attachée à cet objet, oublie Eren? Voilà, il y a deux possibilités de voir les choses. En tout cas,
les retrouvailles entre Annie et les autres est assez brusque, ce qu'on voit à l'écran, mais c'est vrai que je me souviens, certains d'entre vous avaient trouvé ça assez ridicule dans la radio libre, mais je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu forcé. Voilà, tout était bien écrit, je trouve, jusqu'à ce passage-là où, en un chapitre, ça serait pas possible d'écrire un long développement pour que Annie retrouve les autres, vous voyez. Donc comment ils font? Comment il fait Isayama? Il les fait tous se retrouver à table et il ramène l'humour pour rendre cette scène plus légitime. C'est-à-dire, ouais, ok, c'est pas super réaliste de se retrouver comme ça par hasard, mais autour de l'humour, ça vient atténuer l'ensemble. On s'attache du coup, on pose notre attention davantage sur l'effet grotesque. Annie qui dévore ses gâteaux, vraiment, on la reconnaît même pas par rapport à d'habitude. Du coup, ça nous fait oublier tout le contexte qu'il y a entre les personnages, c'est-à-dire que ils se sont quittés plusieurs années en arrière, dans une vraie tension, un combat entre Eren et Annie. Ils se retrouvent et là, voilà, on ne sait pas très bien quelles pourraient être les réactions des uns et des autres. Et pour faire oublier tout ce contexte de haine, de tension, et pour aller ensemble de l'avant, l'humour est introduit au travers de Connie, qui est, comme il le disait quelques minutes auparavant, je suis un petit peu idiot, etc. Donc voilà, son utilité, c'est de prendre les choses avec un second degré et d'atténuer l'ensemble. Et même pour nous, lecteurs, ça fonctionne parce que d'un certain côté, hein, je conçois que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais on se dit, voilà, ok, Isayama insiste sur cet effet un petit peu grotesque de cette rencontre. Onyan Kopon, son discours qu'on voit maintenant à l'écran, hein, je suis vraiment synchro avec l'image, un homme de raison. Parce que déjà, n'importe qui peut tomber vers l'extrême, c'est ce qu'on voit avec les pro-Jäger, à cause de la peur et de la haine, il faut jamais l'oublier, hein. On pointe toujours les autres, mais regardez, c'est à leur tour de tomber, et lui, il vient, avec sa raison, son discours, montrer l'égarement de cette frange d'Eldia. On a même un soldat qui dit « Ouais, c'est nous, et nous seuls qui allons survivre ». Et dans la version anglaise, c'était dit « Seuls les descendants d'Ymir survivront ». Donc c'est une pensée carrément xénophobe, hein, c'est assez fort, vraiment qui est employée. Et en gros, son discours, c'est essayer de retenir les erreurs du passé. Vous êtes pourtant bien placé pour savoir qu'il n'y a rien de plus horrible qu'être tué sans même savoir pourquoi. Voilà. Eux qui ont subi l'horreur des titans pendant des années, eh ben, maintenant, ça va être les autres qui vont la subir, cette horreur d'être massacrés par des assaillants, des colossaux, sans comprendre pourquoi. Donc, il essaye de faire appel à leur réflexion, à leur intellect, mais ça ne passe pas, regardez, ils sont complètement aveuglés par la haine, par la peur, et ils en viennent même à vouloir abattre un tel homme. Donc, ils sont vraiment tombés bas. Et du coup, on arrive à la conclusion de l'épisode, hein, après avoir montré ce côté, encore une fois, qui est autour d'Eren, voilà, le côté un petit peu antagoniste qui se dessine, soutenu par ces soldats. On a un groupe au final qui a été formé, qui se dessine avec un petit peu l'alliance. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Nous, en tout cas, les lecteurs du manga, on l'a appelé de cette façon. Et on peut s'interroger, est-ce que cette alliance pourra fonctionner avec tant de personnages différents, qui ont un passif assez fort, hein, Annie avec les autres, Reiner, Magat, le représentant de Mar, les Eldiens, voilà. Est-ce que ça peut fonctionner tout ça? En tout cas, l'intention est lâchée pour la première fois à la fin de l'épisode, à la fin de l'épisode, excusez-moi, de façon explicite. Le but, c'est de sauver le monde et non plus de penser uniquement à Eldia ou un Mar qui va penser uniquement à soi. On propose une intention, ça va être de s'unir pour le monde entier. Donc c'est un début d'apaisement, de paix, mais c'est uniquement autour de quelques personnages. Donc la question aussi que je peux vous lancer, est-ce que ça pourra fonctionner sur l'ensemble du monde? Une paix qui pourrait s'installer comme ça, avec une union qui s'est installée pour affronter l'horreur, c'est-à-dire le grand terrassement. En tout cas, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je remercie les membres soutiens comme d'habitude. Écoutez, on approche doucement de la fin et je suis de plus en plus persuadé qu'on va aller vers un film, mais bon, on en reparlera. Je suis presque à 20 minutes, donc je vais couper là-dessus. Merci et à très vite pour d'autres contenus.